Bonjour à tous et bienvenue dans Tu savais ça, le rendez-vous des savoirs strictement inutiles et donc forcément rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mystère qu'on entend tous les jours, l'histoire cachée derrière nos notes de musique. Alors, cette question qu'on s'est tous posée un jour, do, ré, mi, ça vient d'où au juste? On pourrait se dire, c'est juste des sons, non? Pratique à chanter, choisi un peu au hasard. Mais alors, pas du tout. La vraie histoire, elle est bien plus fascinante. Pour la comprendre, il faut remonter le temps. Genre 1000 ans en arrière, et aller fouiller dans un vieux chant d'église. Ok, mais avant ça, on faisait comment? Avant notre bon vieux do-ré-mi. Eh bien, c'était beaucoup plus basique, on utilisait des lettres. A, B, C, D, E, F, G. C'est un héritage qui nous vient tout droit de l'Antiquité. D'ailleurs, si vous avez des amis musiciens anglo-saxons, vous l'avez sûrement remarqué, ils utilisent toujours ce système. Quand on parle d'un accord de Do majeur, eux, ils parlent d'un C major. Et puis, au XIe siècle, arrive notre homme, Guido d'Arezzo. Il faut s'imaginer, c'est un moine, mais c'est surtout un prof de musique. Et comme tous les profs, il a un problème. Ses élèves, ils galèrent. Ils n'arrivent pas à mémoriser les mélodies. Alors il se creuse la tête, il cherche une méthode plus simple, plus intuitive, quoi. Et là, il a une idée qui va littéralement changer la musique pour toujours. Et son idée de génie, la voilà. Il va se baser sur un tube de l'époque, si on peut dire, un hymne à Saint-Jean-Baptiste que tout le monde connaissait par cœur. Et ce chant, il a une particularité incroyable. Chaque nouvelle phrase commence un ton plus haut que la précédente. Regardez bien les premières syllabes de chaque vers. Ut, ré, mi, fa, sol, la. Vous la voyez l'astuce? Ça y est, ça commence à prendre forme. C'est d'une simplicité, mais il fallait y penser. Guido a juste pris la toute première syllabe de chaque vers, et hop, il en a fait le nom d'une note. Ut queant laxis donne ut. Résonare fibris donne ré. Et ainsi de suite. Le coup de génie, c'est que tout le monde connaissait déjà l'air. Du coup, en chantant la syllabe, on avait tout de suite la bonne hauteur de note en tête. C'était un moyen mémotechnique absolument redoutable. Bon, mais l'histoire n'est pas tout à fait finie. Le système a encore un peu bougé. Le ut du début, par exemple. Franchement, essayez de le chanter. Ut, c'est pas super ouvert comme son. Et ça, un musicien italien du XVIIe siècle, Giovanni Battista Doni, l'a bien remarqué. Il a donc proposé de le remplacer par Do. C'est beaucoup plus simple à chanter, plus rond. La petite histoire dit que c'est aussi un clin d'œil à son propre nom, Doni. Malin. Mais attendez, il manque une note là. La gamme de Guido, elle s'arrêtait à La. Et le Si alors? Eh bien le Si est arrivé bien plus tard. Et pour le créer, devinez quoi? On est retourné piocher dans le même hymne. C'est juste incroyable. On a pris les initiales des deux derniers mots. Sancte Johannes, Saint Jean en latin. S pour Sancte, I pour Johannes. Et voilà notre Si. La boucle était bouclée. Mais alors, pourquoi est-ce que ce système a fait un tel carton dans toute l'Europe? En fait, c'est assez simple. D'abord, on l'a dit, c'était un aide-mémoire hyper efficace. Ensuite, c'est devenu universel. Pas besoin de parler latin pour chanter do, ré, mi, les syllabes fonctionnent toutes seules. Et enfin, pour l'enseignement, c'était une révolution. Ça a simplifié l'apprentissage du chant pour des générations de musiciens, un vrai game changer, comme on dirait aujourd'hui. Il faut quand même se rappeler que ce système, qu'on appelle le système latin, n'est pas le seul au monde, loin de là. Il y a toujours le système anglo-saxon, avec ses lettres bien sûr, mais si on va voir plus loin, en Inde par exemple, ils ont leur propre système, le sargam, avec des noms comme sa, ré, ga. C'est fascinant de voir que chaque culture a inventé sa propre poésie pour nommer les sons. Et l'influence de ce système, elle ne s'est pas arrêtée aux portes des conservatoires. Pensez-y, en 1965, le film La Mélodie du bonheur a rendu le do-ré-mi célèbre dans le monde entier avec sa chanson iconique. C'est fou de se dire qu'un outil d'enseignement inventé par un moine au Moyen-Âge est devenu, grâce à Hollywood, un symbole planétaire de la musique et de la joie de chanter. Et tout ça, ça amène à une dernière petite question. Est-ce que la musique sonnerait pareil si on la chantait encore avec des lettres? Est-ce que chanter C, D, E aurait la même saveur, la même poésie que de chanter Do, Ré, Mi? La question reste ouverte. Voilà, c'était notre petite plongée dans un savoir inutile et donc indispensable. À bientôt pour un nouveau sujet.